cette cinquième session de l'année 2025-2026 des webconférences des jeunes chercheurs et chercheuses en droit et littérature. Avant de poursuivre, je veux rendre attentif les participants à cette conférence qu'elle est enregistrée et donc par la suite mise en ligne. Je vous invite donc à éteindre votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Avant d'introduire notre conférencière de ce soir, à savoir la Dr Alexandra Yuster, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos 3 nouveaux membres du réseau Les jeunes chercheurs et chercheuses en droit et littérature, à savoir Bernardo Vita, doctorant à l'Université de Buenos Aires en Argentine, Naxiu Lee, doctorante à l'Université Paris-Nanterre en France, et puis donc comme membre permanent, ainsi que la professeure Maria Pina Ferzini, professeure en philosophie du droit à l'Université de Malaga en Espagne. Elle rejoint notre groupe comme membre d'honneur. Je vous souhaite à toutes et à tous évidemment une chaleureuse bienvenue. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre conférencière de ce soir, Alexandra Yuster, chercheuse en droit et littérature et qui nous a fait l'honneur d'accepter d'intervenir au sein du réseau au nom des membres du Working Group. Je te remercie beaucoup. Alexandra, tu es donc titulaire d'un PhD en littérature allemande obtenu à l'université de Salamanca en Espagne et tu es docteur en droit de l'université de Ferrara en Italie. Non, Master 2. Non, Master 2. Ok, c'est pas pareil comme chez nous, alors je confonds. Mais tu as un parcours particulièrement impressionnant parce que tu as exercé également comme avocate à Paris. Actuellement, tu es directrice d'un projet de recherche sur le droit et la littérature à l'Institut de littérature comparée à l'Université de Innsbruck, en Autriche. Tu es l'autrice de nombreuses publications, mais tu viens notamment de lancer aux éditions Springer une collection intitulée Law and Literature en Europe. Je pense qu'il y a un écho parce qu'il y a quelqu'un qui fait voilà, je me suis permis de se couper un micro, pardon. Pardon, je disais, donc, tu viens de lancer aux éditions Springer une collection intitulée Law and Literature in Europe, et on se réjouit déjà de cette belle aventure qui va en être. La conférence de ce soir s'intitule Droit et littérature, un grand potentiel interdisciplinaire. Cette conférence durera, comme d'habitude, environ 45 minutes, et à l'issue de celle-ci, un espace dédié aux questions du public présent en ligne est prévu. Au nom du comité des jeunes chercheurs en droit et littérature, je te remercie et te cède la parole. Merci beaucoup, Camille. Je tiens tout d'abord à te remercier immensément pour ta motivation, ton engagement, ta disponibilité absolue. On peut t'écrire à n'importe quelle heure et tu vas répondre. Donc, vraiment, ton enthousiasme est tout à fait contagieux et c'est un grand honneur pour moi d'être invité ici. C'est également un grand honneur d'être membre de cette belle organisation. Aujourd'hui, je voudrais parler donc on peut presque dire de ma passion droit et littérature. Comme je viens d'un horizon de droit, parce que justement, comme Camille a dit, j'ai une lauréat en jurisprudence en Italie que j'ai ensuite poursuivi par le CPA et le CAPA en France, donc l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat en France. J'ai une certaine sensibilité juridique que j'associe depuis mon doctorat en langue, surtout en littérature allemande, mais aussi contemporaine. J'associe les deux sensibilités qui me permettent de me vouer à cette passion de travailler véritablement interdisciplinairement entre le droit et la littérature. Avant de commencer et d'entrer vraiment en la matière, je voudrais aussi adresser quelques mots de remerciement à quelques personnes avec lesquelles je travaille particulièrement intensément. En particulier à Arianna Visconti de Milan, qui, avec Gabriel Forti, gère depuis 2012 un groupe qui se dédie quasi exclusivement au droit à la littérature, plus littérature et justice, et qui m'a dédié gratuitement un ensemble de 30 volumes de ce travail et qui est relativement peu diffusé en dehors de l'Italie. Donc, j'ai voulu rendre hommage et mentionner cette existence de ce groupe de recherche qui se trouve à l'Université catholique de Milan.
Ensuite, j'ai aussi le bonheur de nouer quelques contacts maintenant de plus en plus avec l'Espagne et je tiens à remercier Pablo Bonorino qui est un professeur à l'Université de Vigo qui donne des fortes impulsions à ces mouvements droit à littérature en Espagne qui est encore relativement récent mais qui commence à se dynamiser. Et ensuite, je tiens à remercier particulièrement Aurelia Servazoni qui a écrit une recension de mon travail et de ma recherche et qui va paraître dans la revue Droit à littérature vers septembre et avec laquelle j'ai toujours beaucoup de plaisir de travailler, de coopérer, de collaborer, qui partage avec moi cette sensibilité droit, poésie, littérature et c'est particulièrement enrichissant et réjouissant. Et pour la France, je tiens aussi à remercier Christine Baron qui a pris, on va dire, le flambeau du mouvement droit à littérature en France et avec laquelle j'ai également le plaisir de coopérer assez souvent. Alors, comment je suis venue à ce mouvement, à cette spécialisation très très forte sur le droit à la littérature? En fait, les sources de cette passion se trouvent dans ma thèse de doctorat. J'ai écrit ma thèse de doctorat sur Iuligie Corpus Delicti, un procès, et ces romans m'ont particulièrement intriguée parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup d'allusions et de références au droit de l'Inquisition médiévale et au droit pénal allemand. Donc, à la lecture de ces livres, ces références juridiques me sont apparues relativement naturellement et j'ai voulu détailler, creuser, illustrer, montrer toutes ces références interdisciplinaires de ces romans d'un point de vue droit littérature, mais aussi d'un point de vue littéraire pur, d'un point de vue contextualité, etc. Pendant la discussion de ma thèse et déjà pendant la préparation de ma thèse avec ma tutrice de thèse, on va dire, qui était un peu littéraire, je me suis rendu compte qu'en fait, les littéraires lisent un livre qui contient plein de références au droit sans même pas s'en rendre compte. Donc, toutes ces références qui sont extrêmement précieuses et qui sont aussi, à mon sens, importantes pour la compréhension de l'ouvrage, sont perdues. Et donc, pendant la discussion de la thèse, ce même sentiment s'est renforcé. Je me suis trouvée confrontée avec des A et O assez étonnés de la part des littéraires et des scientifiques littéraires qui étaient totalement étonnés de tout ce que j'ai sorti en termes de références juridiques de cet ouvrage. Et cet étonnement, cette inconscience totale de ces discours juridiques dans la littérature m'a amené à réfléchir sur comment on pourrait rapprocher les littéraires et les juristes et comment on pourrait améliorer le travail interdisciplinaire entre le droit et la littérature. J'ai constaté, je ne voudrais pas offenser les littéraires, mais j'ai constaté que c'est plus facile pour le juriste de travailler avec la littérature que l'inverse. Et je pense que c'est lié aussi au fait que les juristes qui se penchent sur la littérature et qui traitent le discours juridique dans le texte littéraire ne prennent pas la peine de donner des explications du droit réel. C'est-à-dire, un littéraire qui s'intéresse au discours du droit n'a pas la possibilité d'en apprendre parce que personne ne lui explique. La plupart des analyses du droit dans la littérature se limitent simplement à commenter le thème, à commenter quelques notions, à commenter que ceci et cela figure dans le texte, mais personne ne creuse plus loin pour expliquer également quel est le droit réel en dehors de la fiction. Et donc, ces manques, je l'ai remarqué aussi
dans toutes ces analyses que par ailleurs, il convient de mettre l'accent sur ce point-là, que la plupart des analyses du droit dans le texte littéraire, c'est penser plutôt sur des thèmes de droit pénal, de procès pénal, parce que le procès pénal, c'est un sujet particulièrement facile à illustrer, à montrer, à partager aussi avec de non-juristes. Donc, il y a un surpoids d'analyse du droit pénal dans la littérature par rapport à toutes les autres branches du droit. Et donc, l'idée était, premièrement, d'amplifier des champs d'application interdisciplinaire droit et littérature à d'autres champs du droit. Deuxièmement, l'idée de, disons, de donner aux littéraires une possibilité de connaître le droit réel et par ce biais-là, d'améliorer le vrai travail interdisciplinaire. Parce que quand on parle d'interdisciplinarité, aujourd'hui, c'est un terme très, très courant dans la bouche de tout le monde, c'est important, c'est une valeur ajoutée, oui, nous travaillons de façon interdisciplinaire, mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment de travailler interdisciplinairement? Cela veut dire qu'on a aussi des concepts, des méthodes et des langages communs, qu'on comprend certains termes qui peuvent être les mêmes en apparence, mais avoir des significations différentes, ce qui est le cas souvent pour le droit à la littérature. J'en prends comme exemple, par exemple, le terme fictif, fiction. Il faut un minimum de socle de connaissances communes pour pouvoir travailler réellement de façon interdisciplinaire. Donc, mon but était d'améliorer cette interdisciplinarité et de montrer quels sont vraiment les points d'intersection intéressants entre le droit et la littérature qui méritent d'être approfondis et qui permettent de fonder une certaine méthode de travail interdisciplinaire. J'ai voulu donc montrer le droit réel et j'ai voulu montrer également que la littérature par rapport au droit peut exercer une fonction très, très importante, non pas seulement comme souvent en droit américain qui se limite souvent à analyser le droit dans la littérature comme ou la littérature, le texte littéraire qui traite du droit comme un outil pédagogique qui s'adresse aux juristes. C'est, on va dire, le focus principal du mouvement américain dont je veux délibérément me distinguer et me distancer, que la littérature a aussi une fonction réelle par rapport au droit que nous allons voir au cours de ma présentation et qui peut être vu comme instrumental pour le développement futur du droit. Et finalement, j'ai voulu montrer que la connaissance du droit ou un minimum de connaissance du droit permet à l'inverse au littéraire de mieux comprendre et de comprendre plus en profondeur un texte. Camille, est-ce que tu peux avancer avec le slide? Ouais. Donc ça, tu peux le sauter parce que ça se dit. Donc voilà, j'ai un dernier point qu'il convient de mentionner dans mon parcours, expérience, accident entre droit et littérature, et que un jour j'ai envoyé au peer review un article que j'ai écrit sur Erich Maria Remarque et sur le problème du passeport. Dans l'abstract, j'ai mentionné simplement une personne, un sujet juridique, donc une personne qui est porteuse de droit. Et je reçois le peer review et à ma grande surprise, ce peer review qui très visiblement était un peu littéraire, m'a avec un aplomb assez incroyable barré sujet de droit en disant ça c'est faux et m'a marqué en marge un renvoi
un lien du cadastre. Donc là, je me suis dit, waouh, l'incompréhension parfois, elle peut être très très forte. Et donc, il est d'autant plus important d'exercer aussi pour nous les juristes une fonction de pédagogie, d'explication du droit. Camille, prochain. Voilà, encore prochain. Voilà. Donc, mon travail et ma recherche, surtout mon volume sur Law, Literature and Legal Counterfactuals, c'est proposé de poser des bases théoriques qui examinent les possibles points communs entre le droit et la littérature en théorie pour ensuite démontrer l'application de ces points communs sous forme de méthode à des exemples pratiques. Donc, d'un côté, la théorie, de l'autre côté, la pratique. Camille, s'il te plaît. Donc, je suis partie du constat que droit et littérature, de toute manière, ont quelque chose de très important en commun, c'est le texte, c'est le mot, c'est la phrase. Les deux disciplines ne peuvent pas exister sans la phrase, sans le texte, sans l'écrit. Et cet écrit doit être interprété. À partir du moment où je comprends un texte, en même temps, je l'interprète pour l'appliquer. Mais la différence principale entre les deux disciplines réside pas tellement dans le fait qu'il faut interpréter, mais dans la téléologie, c'est-à-dire dans quel but s'interprète. En littérature, il y a la liberté artistique. L'écrivain, il est libre de penser, d'imaginer, il est libre d'inventer, il est libre d'écrire des choses possibles, des choses non possibles. Il n'est pas obligé de poursuivre un but certain. Donc, le texte, il va être interprété, mais pas dans un but précis. Le texte est interprété au cours d'une longue chaîne d'interprétation entre scientifiques littéraires qui se succèdent. Chacun va donner sa version, va se baser éventuellement sur les versions précédentes, va rajouter sa propre interprétation, mais l'interprétation en tant que telle a une valeur scientifique, mais elle ne va pas avoir un impact réel dans le monde réel ou pour une personne réelle. À la différence de cela, le droit est une discipline qui est, tout comme la littérature, étroitement liée à la société, à la vie en société, à tout ce qui se passe en société, mais a le but déterminé de régler les relations en société, de rendre possible la cohabitation en société. Et donc, le droit doit être compris, interprété et appliqué en fonction d'un règlement d'un différend, d'un conflit, en fonction d'un but précis de rendre la vie paisible en société. Et donc, la grande différence entre la littérature et le droit est le but dans lequel j'interprète et les règles qui s'appliquent à l'interprétation. Puisque si je peux ne pas me tenir à des règles certaines pendant l'interprétation en littérature, je suis obligée de me tenir à des règles d'interprétation en droit, qui sont prescrites en droit, l'interprétation littérale, donc sémantique, l'interprétation systématique, téléologique et éventuellement historique appliquée aux constitutions. Camille, tu peux avancer. Mais dans cette application et dans cette interprétation, il y a pourtant un point commun qui a été défini par Gadamer, par le cercle herméneutique de Gadamer, que nous pouvons considérer, moi je considère qu'il s'applique et à la littérature et au droit. Le cercle herméneutique de Gadamer part du principe que nous abordons un texte, qu'il soit littéraire, qu'il soit juridique,
avec des pré-connaissances, avec une pré-expérience. Nous abordons un texte différemment en fonction de ce que nous connaissons déjà, de nos connaissances propres et de nos expériences. Donc, un texte n'est jamais interprété comme ça à partir de zéro. Et donc, en littérature, on va plus parler de la contextualité ou intertextualité, la connaissance d'autres textes, de l'époque historique, des connaissances personnelles, des expériences personnelles de l'interprète. En droit, on va plus parler du juriste formé au droit qui a des connaissances fondamentales, des principes fondamentaux, des réflexes fondamentaux, qui a la connaissance de la doctrine, éventuellement de la jurisprudence, etc. Donc, les préconditions ou les préconnaissances avec lesquelles nous allons aborder un texte vont pas être les mêmes en droit et littérature, mais le principe de ces cercles herméneutiques est passablement le même. Et Gadamer le formule de cette manière que je me permets de vous lire, de vous citer. Celui qui veut comprendre un texte effectue toujours une projection. C'est-à-dire que j'aborde un texte et je m'imagine déjà quelque chose en fonction de mon propre bagage. Il se projette un sens du tout dès qu'un premier sens se manifeste dans le texte. Un tel sens ne se manifeste à son tour que parce qu'on lit le texte déjà avec certaines attentes dirigées vers un sens déterminé. C'est dans l'élaboration d'une telle précompréhension, qui est certes constamment révisée par ce qui émerge lors d'une pénétration plus approfondie du sens, que consiste la compréhension de ce qui est donné. Donc, je pense que c'est relativement clair. Je pense que chacun de nous a fait cette expérience. Quand nous retournons sur un texte, nous essayons de le comprendre, nous le lisons une première fois relativement superficiellement avec nos propres a priori. Et petit à petit, nous approfondissons, nous éliminons des significations qui ne sont pas adaptées jusqu'à arriver à une compréhension qui paraît juste ou possiblement juste. Camille, tu peux avancer, s'il te plaît? Donc, pour résumer dans un petit tableau, on peut parler peu le droit comme objet d'interprétation, on peut parler de l'affaire juridique. Pour la littérature, on va parler de l'œuvre. Pour la norme, on va parler en droit de la norme juridique. Et pour la littérature, on va parler de la norme esthétique. Pour l'application, on va parler en droit de la décision et en littérature de la décision esthétique. Je veux mettre l'accent sur le fait que la littérature ne pourra et ne saura jamais avoir valeur normative. Là aussi, je me suis heurtée parfois à des interprétations par des littéraires qui considéraient que la littérature ou le texte littéraire puisse être une source normative. Et là, il faut surtout pas se tromper. Un texte littéraire ne pourra jamais prescrire, ne pourra jamais imposer. Un texte littéraire n'est pas normatif en sens juridique, qu'il est écrit par une autorité qui a aussi le droit de contraindre l'application de ce que le texte impose ou de ce que le texte prescrit. Donc, la littérature peut expliquer, peut illustrer, peut combler des vides juridiques, elle peut tenter d'interpréter, mais elle ne pourra jamais avoir valeur normative, c'est-à-dire contraignante et exécutable à travers la force publique. Camille, s'il te plaît. Voilà, et nous restons toujours après cette première réflexion sur le point commun qui est
la nécessité d'interpréter un texte, qu'il soit juridique ou littéraire, pour le comprendre, pour l'appliquer, nous arrivons au deuxième point théorique qui me paraissait important, c'est le discours. Le discours, nous le trouvons dans le texte littéraire comme nous le trouvons en droit. Pour le discours, je m'appuie surtout sur la théorie de Michel Foucault, mais on l'illustre peut-être, on l'explique mieux en faisant référence au fait que le texte est considéré déconnecté de son auteur. C'est une longue discussion en littérature surtout. C'est la discussion qui est aussi liée à l'interprétation. Les deux sont relativement liés. Est-ce qu'il faut en littérature interpréter un texte en fonction de son auteur, c'est-à-dire en tenant compte de ce que l'auteur a voulu dire, en tenant compte de ce qui était peut-être l'intention de l'auteur, en tenant compte de ce qui était le contexte historique de l'auteur. Donc, il y a eu des théories en littérature de considérer comme par exemple Schleiermacher en Allemagne ou Dilthey, etc., qui considérait que l'interprète d'un texte littéraire doit réussir à se mettre carrément à la place de l'auteur et de le comprendre dans ses sentiments, dans sa subjectivité, etc. Évidemment, cette position subjective a été fortement critiquée, surtout d'un point de vue de l'impossibilité. Quelqu'un qui va interpréter une œuvre littéraire du XVIIe siècle aujourd'hui, je pense que c'est difficile de se mettre vraiment véritablement à la place de l'auteur, de savoir qu'est-ce qu'il a il y a 300 ans, qu'est-ce qu'il a ressenti, quel était son contexte exact, etc. Donc, à partir de cette interprétation en littérature particulièrement subjective, il y a eu ensuite des dégradations, il y a eu des critiques, donc on a rajouté des éléments objectifs, pour ensuite arriver à la position radicale, qui est celle de Foucault, pendant un certain moment partagée par Barthes, qui considérait que le texte doit être totalement délié de son auteur, on doit analyser que le texte. Et donc, pour Foucault, nous le savons tous, le discours a deux volets. Le discours, c'est le dessin, les règles d'apparition, le type de mots, le type de phrases, etc., dans un discours, c'est-à-dire dans le texte. Et l'autre volet que j'ai laissé à côté parce qu'il ne nous concerne pas tellement, le discours qui naît d'un groupe ou qui est appliqué par un certain groupe pour exercer un pouvoir. Donc, comme instrument de pouvoir, ces volets-là, je les négligés pour mon analyse. Donc, le droit, donc, comme possibilité d'analyser les mots, la répétition des mots, les règles de certaines phrases, des mots, etc., comme discours. Nous le trouvons donc en littérature, mais nous le trouvons également dans le texte de droit. Et surtout Habermas, qui est d'ailleurs récemment décédé, considérait que le discours du droit, c'est tous les textes de droit qui ont suivi une chaîne logique de procédure d'adoption. Donc on peut considérer que le texte de droit, c'est le texte des lois qui ont été adoptés selon les procédures prévues, c'est le texte de la jurisprudence, c'est le texte de la doctrine, c'est le texte finalement des décisions judiciaires. Donc, il y a une certaine manière d'écrire un texte juridique, et il y a une certaine manière d'écrire un texte littéraire, c'est qu'on peut considérer un discours spécifique à chacune des disciplines. Donc, le discours n'est pas identique, mais le discours comme méthode examinée peut être commun au droit et à la littérature. Camille, s'il te plaît. Et le troisième élément théorique qui m'a paru important est justement la distinction entre fact et fiction qui nous amène à la contre-fiction
qui est essentiel dans cette idée que au droit fictionnel dans le texte littéraire, j'ai intérêt de juxtaposer le droit réel correspondant pour exercer une fonction explicative, pour expliquer de quel droit parle la littérature, mais comment ce droit réel a-t-il été varié dans le texte de la littérature, dans le texte fictionnel. Et ici, il faut faire attention parce que la signification de fiction et de réel en droit n'est pas la même qu'en littérature. Évidemment, en littérature, la fiction, comme déjà en parlait Aristote, c'est-à-dire la mimésis, le fait que quelqu'un écrive une œuvre artistique en reflétant le monde réel, et c'est ce qui reprend Ricoeur quand il dit que la fiction est une projection du texte comme monde. Donc, il est impossible que quelqu'un, même un artiste, même s'il invente, même s'il écrit une fantaisie, fasse totalement abstraction du monde réel. Il sera toujours inspiré par le monde réel. Mais l'auteur qui invente, qui écrit, n'est pas considéré comme quelqu'un qui ment, parce que il a cette liberté artistique. Qu'il s'agisse d'une fiction et qu'elle soit pas un mensonge, et à la base de cette idée, il y a cette théorie de l'accord tacite entre l'auteur et le lecteur qui considérait pendant sa lecture que cette œuvre-là est une œuvre née d'une création artistique et n'a pas une obligation de dire la vérité et donc il ne ment pas. Donc la littérature, de ce point de vue, est totalement libre. Par contre, le droit va très rarement se servir de la fiction. Le droit est pragmatique. Le droit doit régler des problèmes du moment. Le droit doit trouver une solution à un problème existant ici et maintenant et pas éventuellement quelque chose plus tard ou inexistant. Sauf quelques rares exceptions, comme par exemple en droit allemand, on peut attribuer le droit d'héritage au fœtus non né. Dans ces cas-là, on va exprimer la norme juridique comme si on fait comme si le fœtus était déjà vivant pour considérer qu'il peut être héritier. Mais c'est des exceptions. Normalement, le droit privilégie le fait réel, la réalité et la validité juridique. Camille, tu peux continuer? Donc, et de cette différence de conception de fiction entre droit et littérature, je pense que c'est aussi des principes de base que quelqu'un qui veut travailler de façon interdisciplinaire devrait s'approprier, parce que de cela dépend aussi la relation entre le fait réel et le fait fictionnel dans la littérature. Parce que dans un texte littéraire, il peut avoir une fiction, un fait fictif, donc qui n'existe pas dans la réalité, mais qui est vrai pour le texte littéraire. Mais il peut tout aussi bien faire référence à un fait réel et importer ce fait réel, mentionner le fait réel qui existe dans le monde réel, dans le texte réel. Donc, il y a pour le texte littéraire, il y a une réalité à lui propre, une réalité interne. On va dire qu'il peut considérer des faits que nous considérons pas vrais, il peut le considérer vrai en interne de ce texte littéraire, mais cela ne l'empêche pas d'emporter dans la fiction aussi des faits réels. Et donc ça, c'est important pour ce principe qu'ils appellent la contrefactique. La contrefactique, en fait, elle dérive de la science historique qu'en science historique, on a essayé d'écrire l'histoire
comment ça se serait passé si les faits s'étaient déroulés autrement. Un exemple, si l'histoire se serait déroulée probablement différemment si le nez de Cléopâtre avait été plus court. Donc, c'est des expériences mentales, on va dire, de la part d'historiens, de réécrire l'histoire autrement. Mais cela fonctionne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un réécrit l'histoire de Napoléon, par exemple, nous connaissons la vraie histoire. Et donc, le lecteur peut juger que, ici, c'est un ouvrage contrefactique, parce que je connais la vraie histoire, j'ai la référence externe à la réalité, et donc je comprends qu'ici, il s'agit d'un ouvrage contrefactique. Et c'est de là que se déduit cette idée de la contrefaction, de dire, je peux appliquer ce principe au droit et à la littérature, mais à condition que j'explique quel est le droit réel, peut donner au lecteur du texte littéraire la référence nécessaire pour pouvoir faire ces rapprochements et pour pouvoir comprendre est-ce qu'il y a eu des variations très fortes dans le texte littéraire, ou pour mieux dire, pour en principe comprendre qu'il y a des références au droit externe qui, éventuellement, dans le droit littéraire, dans le texte littéraire, ont été modifiés, fortement modifiés, ou peut-être pas du tout modifiés. Il y a des textes littéraires, comme nous allons voir aussi dans les cas pratiques, qui ont très peu varié, où les auteurs ont de très bonnes connaissances du droit et varient très peu, comme il peut y avoir des textes où la référence est beaucoup moins évidente et le droit réel est modifié. Et donc, c'est un principe que en Allemagne, Walter Müller-Seidel a mis l'accent sur ce point, que le lecteur d'un texte doit également bénéficier d'une connaissance du droit dont question dans le texte. Camille, s'il te plaît. Camille, tu peux passer au prochain slide. Bon. Merci. Donc, de cette théorie se développe une méthode, la méthode de travail entre le droit et la littérature, qui serait donc une première lecture, évidemment, de l'ouvrage littéraire pour avoir une première impression esthétique. Ensuite, une deuxième lecture sans encore prendre connaissance du droit réel, simplement avec attention au discours juridique dans le texte. Donc, ce discours juridique peut être explicite, il peut être mentionné vraiment en termes juridiques, le tribunal, la décision judiciaire, le juge, le paragraphe, etc. Ou alors, le texte peut faire référence au droit de façon implicite. Et ensuite, une fois que j'ai lu une deuxième fois le texte en faisant attention aux éléments que je crois se référer au droit, je vais aller voir à quel droit externe réel ce texte peut faire référence. Et ensuite, je peux rapprocher ce que j'ai trouvé dans le texte, explicite et implicite, avec le droit réel pour ensuite faire la comparaison et constater l'écart ou la coïncidence. Voilà. Camille, merci encore. Dernier slide. Et donc, cette méthode, j'ai essayé de l'illustrer à travers 5 ouvrages, et ensuite, par la suite, j'ai développé encore dans d'autres ouvrages, parce que la fascination de cette matière est que le champ d'application est quasiment infini. On peut travailler dans tout le domaine, on peut travailler dans toutes les disciplines, dans tout type de littérature. On va partout trouver des allusions au droit, parce que le droit, comme la littérature, se réfère fondamentalement à la société, à la vie humaine. Et donc, Camille, tu me dis si je dois m'arrêter. Donc, j'ai fait... Non, c'est tout bon. Tout bon. Donc, j'ai essayé surtout
diluer ce surpoids dans la recherche précédente en droit pénal et de montrer qu'il y a tout à fait aussi d'autres domaines du droit qui sont traités dans la littérature. Bon, la décision de Karine Thuil est peut-être l'exemple le moins bon parce que c'est quand même se réfère au droit antiterroriste en France, mais il est très intéressant parce que il traite notamment le problème du droit pénal préventif, c'est-à-dire qu'un droit pénal qui viole le principe de l'innocence lorsqu'il s'agit de personnes fortement suspectées de vouloir commettre des actes terroristes sur le sol français sans encore avoir commis des actes réellement. Donc, c'est une présomption qui est appliquée à des personnes qui reviennent des pays qui forment des terroristes, comme avant la modification maintenant en Syrie, par exemple, qui étaient immédiatement à leur retour, à leur arrivée en France, interrogés et éventuellement mis en détention provisoire encore avant d'être passés concrètement à l'acte et avoir commis un acte criminel. Donc, ici, dans ce roman, Karine Thuil, elle-même, elle s'est confrontée beaucoup avec le droit. Il y a deux composantes intéressantes. Il y a une composante très, très, très fictionnelle où elle parle des sentiments de la protagoniste, qui est une juge du parquet antiterroriste à Paris. Parle de ces problèmes sentimentaux, parle de ces problèmes famille, etc. Donc ça, c'est une partie qui est aussi largement critiquée parce que considérée comme, et je suis assez d'accord, peut-être un petit peu exagérée. Mais si on libère le texte de ce qu'on peut peut-être considérer des exagérations fictionnelles, on découvre une référence très très précise au droit et à la législation antiterroriste en France qui s'est développée à partir des nombreux attentats en 1985 et les années suivantes. Tous les grands attentats que nous avons connus en France, malheureusement, ont donné lieu à des développements successifs de cette législation et plutôt dans un sens de durcissement, d'une manière que nous pouvons aujourd'hui faire valoir en France que la France a une expérience particulièrement approfondie en poursuite du terrorisme et dans la prévention. Donc, d'un point de vue droit et la problématique du droit en violation du principe de la présomption d'innocence, c'est un ouvrage tout à fait intéressant et intéressant à analyser. Donc, les références au droit dans cet ouvrage sont relativement explicites. Ce qu'il veut transmettre, c'est d'un côté donc ces problèmes et les conséquences possibles de cette violation de la présomption d'innocence au bénéfice de la sécurité des citoyens, donc la problématique qui est liée à cela, et en deuxième, la problématique de la surcharge de travail des juges d'instruction qui sont trop peu nombreux et se trouvent avec des dossiers de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes et qui, dans cette surcharge de travail, peuvent aussi commettre des erreurs. Donc, d'un côté, donc critique, c'est une littérature, c'est un texte assez critique vis-à-vis de la situation actuelle et de l'institution judiciaire et de la législation antiterroriste en France. Ensuite, j'ai voulu traiter un phénomène qui a été quasiment, à ma connaissance, très très peu travaillé et recherché en droit à la littérature, c'est le droit coutumier. Ici, dans Hana de Elvira Donas,
C'est très intéressant. C'est un livre qui parle du phénomène de la Bournessa, qui est un phénomène connu dans le canon albanais. Or, le canon albanais est un corps de règles qui a été, à travers des siècles, transmis que oralement. Donc, c'est un droit purement oral, coutumier, qui n'a été mis sur papier que au début du XXe siècle, donc très très tardivement. Le canon a été, existe d'ailleurs encore aujourd'hui, il est encore appliqué dans certaines zones en Albanie du Nord et est une espèce d'identité, fait partie quasiment d'une identité culturelle albanaise. Et dans ce texte, il y a un tout dernier article qui n'est pas du tout explicite, qui n'explique pas du tout, et qui fait une mention à ce phénomène de la Bournessa, que la Bournessa peut participer aux réunions des anciens et peut se comporter comme un homme. Mais si on lit l'article comme ça, on ne va pas du tout vraiment comprendre qu'est-ce que signifie ce phénomène de la Bournessa. Et Elvira Dones, qui elle-même est albanaise, mais elle a écrit ce livre en italien, à l'origine en italien, est allée enquêter en Albanie, a rencontré des Bournessés, etc. Elle connaît très bien le phénomène. Et elle explique à travers la protagoniste Hannah, qui donc effectivement traverse au cours de la lecture, traverse le processus de se transformer en Bournessa. Un Bournessa, selon le droit albanais, coutumier albanais, est une femme qui ne change pas biologiquement de sexe, elle reste une femme, mais elle change tout simplement le statut social ou de sa propre volonté ou forcée par la famille lorsqu'il n'y a pas de descendants masculins, lorsqu'elle veut éviter un mariage ou lorsqu'elle veut s'occuper des membres de sa famille seule. Parce qu'une femme seule, évidemment, en Albanie, peut rien faire. La femme qui reste femme aussi d'un point de vue social n'a quasiment aucun droit selon le droit albanais. Elle n'a que le droit d'enfanter, de rester à la maison, de faire les tâches ménagères et de s'occuper des enfants. Donc, le canon définit la femme comme un simple sac qui porte une chose. Donc, c'est difficile d'être plus méprisant, plus de nier davantage les droits à la femme que le canon, probablement le corpus le plus hostile à la femme, en tout cas en Europe. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que le canon accorde cette possibilité, dans ces cas spécifiques, à la femme de devenir, non pas un homme, mais de devenir un homme selon le statut social, en contrepartie de renoncer au mariage et à avoir des enfants. Donc, ne pas avoir des enfants est relié aussi au renoncement à tout rapport sexuel avec un homme. Donc, elle doit renoncer à cela, mais en contrepartie, elle aura quasiment tout le droit des hommes, à part de transmettre le patrimoine des restes et d'hériter, et elle n'a pas de droit de vote dans le Conseil des anciens, mais à part ces quelques points, elle est considérée ayant le même droit que les hommes dans la société albanaise. Donc, c'est un phénomène très étonnant qui méritait donc d'être traité. Et là, la littérature développe une fonction clairement explicatrice, illustratrice d'une disposition de droit coutumier qui à elle seule n'expliquerait pas suffisamment ce phénomène. Qu'est-ce que c'est véritablement ce phénomène de la Bournessa? Donc là, la littérature se porte au secours du droit pour l'expliquer très clairement.
Voilà, ça c'est pour le droit coutumier albanais que j'ai trouvé très, très intéressant. D'ailleurs, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent Ismaël Kadare, qui a écrit le livre Avril brisé, et qui, lui, parce que le droit coutumier est surtout connu pour son droit de sang, pour ce conflit de sang entre les tribus, qui a été traité très amplement dans ce roman Avril brisé par Ismaël Kadare. Et donc, Elvira Dones y fait une très, très brève allusion, mais elle se penche surtout sur ce problème particulier de la Bournessa qui n'a pas été traité amplement d'ici là. Voilà pour Hannah. Et une autre manière encore d'exercer une fonction de commentatrice, d'explicatrice, d'illustratrice de la littérature par rapport au droit, nous trouvons dans le roman unorthodoxe de Deborah Feldman. Deborah Feldman écrit là un roman autobiographique. Elle a grandi dans une communauté satmare d'une orthodoxie juive radicale dans un quartier de New York qui existe aujourd'hui et où la femme a à peu près le même statut que sous le canon albanais, c'est-à-dire aucun. Donc la femme est totalement soumise, c'est une société sévèrement patriarcale. Les femmes n'ont pas droit d'apprendre, les femmes n'ont pas droit de travailler, les femmes n'ont pas droit d'étudier, les femmes n'ont pas droit même de lire l'anglais. La langue autorisée est que le yiddish et les hommes et les rabbins qui dirigent cette communauté s'évertuent d'isoler au maximum cette communauté du reste de l'Amérique. Les hommes aussi, sauf que les hommes ont à l'intérieur de cette communauté bien plus de droits que les femmes. Et donc là, la littérature par rapport au droit est intéressante parce que Feldman commente en quelque sorte le Talmud et la Torah, donc correspondante à l'Ancien Testament, et surtout le Talmud, c'est-à-dire le texte qui interprète et qui commente la Torah. Et donc là, non seulement la littérature de Feldman nous donne une connaissance plus détaillée et de la Torah et du fonctionnement du Talmud, mais la littérature nous montre aussi que le principe de l'interprétation et aussi même reprise du droit de l'analogie s'applique très très fortement, surtout au Talmud, parce que le Talmud est un commentaire au droit, mais qui se déroule dans une chaîne d'interprétation au cours des siècles où opinion sur opinion, interprétation sur interprétation se succèdent, mais avec beaucoup de références chaque fois aux interprétations précédentes et en ayant recours assez souvent aussi à l'analogie. Et donc là, littérature et droit sont particulièrement proches dans leur approche parce que le Talmud, finalement, est écrit sous forme d'un texte littéraire, pas tellement sous forme de paragraphes, et pourtant constitue un commentaire au texte. On pourrait quasiment considérer comme pour nous un texte de doctrine qui conditionne l'application d'une norme. Donc ici, le parallélisme est très intéressant et très intéressant donc cette illustration par la littérature de ce qu'est la Torah et de ce qu'est le Talmud et le contenu des deux. Ensuite, après ces trois cas-là, il y a encore un cas plus particulier que j'ai voulu traiter, c'est le cas du roman Repenti par Claude Sosa.
Claude Sosa est en Corse. J'espère qu'il est toujours vivant. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que la littérature, ici, assume le rôle de celle qui écrit pour la première fois un droit qui n'a jamais été écrit. Parce que Claude Sosa par les circonstances de sa vie, a été happé par le rouage de la mafia corse. Certes, dans sa jeunesse, il a commis des larcins, des actes criminels, pas le pire. Et par ce biais-là, d'imprudence de jeunesse, il est vraiment rentré dans ces moulins, on va dire, de la mafia corse. Et il explique que de ces moulins-là, on ne sort plus une fois qu'on est entré. Mais il explique aussi dans cette autobiographie, il explique deux choses très intéressantes. Il explique les règles de cette mafia corse, qui ont toujours été un casse-tête pour la jurisprudence et pour les tribunaux français. Et d'ailleurs, il y a aussi plusieurs commentaires des juges qui disent finalement c'est le premier repenti qui accepte de parler, d'expliquer quelles sont les règles de fonctionnement de la mafia corse, des règles qui sont très peu connues en dehors de ces cercles mafieux et qui ont fourni une information très précieuse aux tribunaux et pour la persécution de la mafia corse, pour pouvoir plus essayer, même pas vraiment avec succès, mais pour pouvoir essayer de poursuivre la mafia corse. Et le deuxième point qu'il évoque, et là, nous avons non seulement la fonction de faire apparaître, parce que si c'est ça, on peut vraiment parler du discours qui fait apparaître pour la première fois le droit qui n'a jamais été écrit. Le discours, c'est la fonction créatrice du discours qui, à travers le discours, quelque chose vient de naître, vient d'exister. Ici, à travers le discours littéraire, le droit de la mafia corse, les règles de la mafia corse viennent d'exister pour la première fois. Et le deuxième point qui est important est la fonction critique, de critiquer les lacunes du droit, les incohérences du droit, parce que normalement, Claude Sosa devrait bénéficier d'un statut de repenti qui devrait lui permettre de changer d'identité, etc., pour vivre une nouvelle vie sans pouvoir être détecté par ses ennemis. Et ce n'est pas le cas parce que à son époque, donc, la législation française était toujours à la traîne et ne lui a pas accordé une nouvelle identité. Et donc, il vit toute sa vie traqué et sous l'épée de Damoclès de ne pas mourir d'une mort naturelle, poursuivi par ses ennemis, puisque c'est le seul qui les a balancés, entre guillemets, parce que normalement, comme nous le savons, le principe fondateur de la mafia corse, mais aussi italienne, etc., c'est l'omerta, c'est-à-dire le silence, personne ne parle. Et ici, le fait que Sosa ait parlé, de même mis par écrit et signé les actes judiciaires, est un fait de trahison, de haute trahison aux yeux de la mafia corse. Et donc, il risque sa vie tous les jours comme il n'a pas pu obtenir une protection adéquate, comme c'est le cas, par exemple, en Italie, où la législation est beaucoup plus appliquée et avancée qui permet aux repentis de recommencer une nouvelle vie. Donc ici, nous avons ces deux fonctions du droit, la critique de l'incohérence, d'un manque, d'un côté, et la possibilité de faire émerger un droit qui n'a jamais été écrit. Et finalement, un dernier, pour en terminer, ensuite à l'heure, j'espère, c'est Ohrfeige de Abbas-Kider, qui est également très intéressante. C'est où Kider se penche sur le droit d'asile en Allemagne.
Donc, il fait vivre au protagoniste un petit peu le parcours qu'il a lui-même vécu de réfugié de l'Irak qui par les voies parfois incohérentes arrive en Allemagne et le régime qui lui est réservé en Allemagne et critique surtout les incohérences, les contradictions du droit allemand qui empêche une bonne intégration et une bonne adaptation des demandeurs d'asile. Le seul, j'ai presque fini. Et le seul, un exemple, par exemple, c'est que pour pouvoir apprendre la langue allemande, pour avoir droit aux cours d'allemand financés par les autorités, les asylants doivent avoir travaillé pendant 1 an. Mais ils sont dans des institutions d'attente, on va dire, où on leur interdit de travailler. Donc, ici, c'est une aporie, on leur interdit de travailler, donc ils ne peuvent pas apprendre la langue allemande, mais pour pouvoir plus tard travailler, il faut qu'ils apprennent la langue allemande. Donc, c'est des points de contradiction et des apories que la littérature met en lumière. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc là, à travers ces exemples-là, j'ai voulu donc montrer les différentes fonctions du droit. D'un côté, qu'il illustre, explique, il rend plus compréhensible le droit, il critique les incohérences, il relève le manque et insuffisance, il écrit le droit non écrit, et une fonction qui me paraît très intéressante surtout, c'est le fait que la littérature anticipe souvent des besoins d'un droit, parce qu'elle pressent, elle prévoit des besoins qui devront être couverts par le droit. Un exemple très parlant est par exemple la crise climatique, par exemple l'écocide, etc. Toutes ces notions de droit de la nature comme, qui n'existent pas encore en droit, mais qui sont amplement discutées en littérature pour indiquer que oui, ici, il y aura un besoin, il faut que le droit les y faire. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je me prête à vos questions. Merci beaucoup, Alexandra, pour ta présentation. Très stimulante, vraiment érudite. Merci beaucoup. Alors, il nous reste environ 10 petites minutes pour faire un échange. Donc, toutes les personnes qui souhaitent participer, enclenchez votre micro et parlez. Mhm. Mhm. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup pour votre présentation, hyper complète et puis voilà, qui mettait vraiment extrêmement bien en lien ces deux disciplines. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai beaucoup aimé la décision de Karine Thuil, puis j'ai eu l'occasion de l'analyser brièvement, mais c'est vrai que c'est vraiment un roman qui montre ce tiraillement que peut ressentir le juge et ce questionnement intérieur. Karine Thuil, je pense qu'elle le décrit extrêmement bien. D'ailleurs, c'est une autrice qui est connue pour rechercher, pour aller sur le terrain. Je crois qu'elle a un passif de journaliste, il me semble, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est voilà extrêmement bien fait. Et puis c'est un roman qu'on peut aussi mettre en lien avec Le chemin des morts de François Sureau, qui explique un petit peu la même chose. C'est aussi un juge qui doit prendre la décision de renvoyer quelqu'un dans son pays. Et puis c'est vraiment sur cette question un peu de la marge de manœuvre du juge qui est intéressante. Là où la loi, ben voilà, elle met le cadre, mais ensuite, ben, le juge a ce questionnement intérieur à faire. Donc, ouais, c'est effectivement, je voulais vous remercier Oui, d'avoir dit ce beau roman. oui, tout à fait. J'ai trouvé très intéressant. C'est là la fiction, je trouve, qu'elle a rempli un rôle intéressant de permettre au lecteur de se mettre à la place des difficultés d'un juge. Oui. J'ai eu et j'ai lu et j'ai entendu également des critiques négatives que je fais une allusion. Enfin,
qu'on a trouvé que c'était trop ampuleux, c'était trop sentimental, c'était trop. Mais je trouve que moi, j'ai apprécié parce que je pense que parfois il faut accentuer peut-être parfois certaines choses pour que le lecteur comprenne le stress, les difficultés à quelqu'un qui ne connaît pas le droit, de comprendre face à quel type de conflit est posé un juge, parce que dans ces romans-là, finalement, elle libère le détenu et finalement, elle commet un attentat. Vivre avec cette idée, j'ai pris une mauvaise décision, etc. C'est très intéressant d'un point de vue aussi éthique et connaissance. Est-ce qu'on peut se fier de l'homme qu'on a en face en tant que, parce qu'il y a aussi, elle met l'accent sur les relations humaines. Est-ce qu'on peut faire confiance à sa capacité d'apprécier l'homme ou la femme qui se trouve en face de toi et que tu dois maintenant juger sur la base d'affirmations qui ne sont pas supportées par des preuves concrètes. C'est ça. Oui, oui, c'est vraiment l'intime conviction du juge. Ouais, ouais. C'est Non, ça. alors, oui, c'est vrai que la critique, on peut l'entendre, mais je pense qu'au contraire, elle le décrit assez bien. En tout cas, après, ça dépend peut-être de la personnalité du juge. Il y a peut-être des personnes qui arrivent à rentrer le soir et puis de mettre de côté les dossiers, mais je veux dire, ouais, ouais. Ouais. Mais j'avais Absolument. ouais, je voulais vous poser une petite question. Vous avez abordé une question intéressante sur la valeur normative du texte littéraire. Alors, si effectivement on ne peut pas dire que ça a une valeur normative, parce que ben voilà, il n'est pas passé par le processus législatif, par le système démocratique mis en place, est-ce que, selon vous, on pourrait quand même l'utiliser comme base d'interprétation, en fait, d'un texte juridique? Je pense, alors j'ai pas d'exemple concret qui m'est venu à l'esprit, mais je pense par exemple d'une législation qui ferait écho à un événement particulier, euh, un événement qui a été débattu, critiqué, etc., par des écrivains. Est-ce que pour vous, c'est imaginable que des juristes puissent s'appuyer euh, sur une production littéraire pour interpréter la norme? Je ne sais Bonne pas si j'ai été question. très claire. Oui, je pense que les juristes, et c'est là la richesse justement de cette interdisciplinarité, peuvent s'inspirer et doivent aussi s'inspirer, à mon sens, de ces interprétations littéraires qui souvent révèlent justement des manques ou des lacunes de droit ou aussi des apories, des contradictions du droit et doivent déduire de cela le besoin de modifier ou de légiférer, mais dans le sens d'une impulsion au développement du droit et de mettre l'attention, de porter l'attention du juriste sur des contextes ou des besoins que peut-être eux n'ont pas encore ressentis et qui sont ressentis de façon précoce en littérature. Euh, si nous considérons par exemple le corpus delicti de Iulice, elle a carrément pressenti la difficulté de gérer la crise Covid tout en préservant les droits fondamentaux. Donc, comment faut-il réagir? Quels sont les dangers aussi, etc. Donc, je pense que la littérature ne peut pas, enfin, ça pour moi c'est certain, la littérature ne peut pas être normative au sens du droit, c'est-à-dire contraignante, mais elle doit être prise en compte, à mon avis, par le droit, par les juristes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que vous disiez toutes les deux d'ailleurs, quand tu as dit ça n'avait pas de valeur normative, moi aussi je me suis dit, «Ah, au secours, ça remet en cause le mouvement, mais c'est vrai que c'est plus d'un point de vue du droit positif. Tandis que d'un point de vue du droit naturel, c'est vrai que tu peux... enfin, ça dépend de quel droit on parle. Puis d'ailleurs, en parlant de définition, ça me rebondit sur une autre question. Je me glisse hein, comme ça dans l'échange. Sur une autre question que j'avais. Récemment, j'ai donné une conférence sur le mouvement droit et littérature, et puis on a eu un échange assez corsé sur la définition de la littérature.
Pour toi, c'est quoi? Enfin, pour toi, évidemment, tu as le caractère fictionnel, le caractère esthétique, mais dans le mouvement droit et littérature, pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la littérature? Quel est La littérature, c'est le fait que la littérature, c'est de l'art. C'est une création artistique. On considère que c'est une expression artistique de l'homme qui doit être le plus possiblement libre. Et je pense que c'est là la grande différence entre la liberté artistique. Alors ici, je parle d'un système démocratique, parce que je ne crois pas qu'on peut parler de la même manière pour la Chine, pour la Russie, etc. Mais si nous avons la chance d'être dans un régime démocratique, l'art est libre. Le droit ne l'est pas. Parce que le droit a cette contrainte de réussir à appliquer le droit abstrait au cas concret. C'est ça le grand défi du droit que la littérature ne doit pas relever. Parce que le législateur ne peut pas prévoir toutes les situations, tous les cas d'espèce. Donc, il légifère par une norme qui est abstraite et qui est censée être appliquée à travers l'interprétation de la norme. Et donc, l'interprétation n'est pas libre parce que l'interprétation a un but précis. Elle doit s'adapter au plus possible au cas individuel pour résoudre un problème. Et donc, ici, c'est la grande différence entre liberté totale. La littérature est tout ce qui est et tout ce qui peut être. Et le droit est tout ce qui est, et c'est pragmatique, et c'est important parce qu'une mauvaise interprétation peut porter quelqu'un en prison. Donc, ou peut lui faire payer plus d'argent, ou peut lui faire perdre un héritage. Donc, ici, le droit a une mission précise, importante, alors que la littérature n'a pas ce stress, on va dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un qui voudrait enclencher son micro? Il nous reste encore 3 petites minutes pour poser une question, alors il faut profiter. S'il n'y en a pas, alors ben, c'est moi, de nouveau. C'était par rapport, je ne sais pas si tu te souviens, notre toute première webconférence, elle avait lieu avec Alina Volsky, qui avait aussi parlé de la méthodologie interdisciplinaire en droit et littérature. Et elle avait parlé de la nécessité d'un langage commun. Elle a écrit tout un article dessus qui est vraiment très intéressant. Et puis je voulais justement savoir un petit peu comment toi tu l'intégrais dans enfin, si tu l'intègres, et puis comment tu l'intègres dans cette nécessité du langage commun, comment tu l'intègres dans ta méthodologie. Le langage commun, pour moi, c'est un petit peu le point à problème. Je pense que le langage commun ne peut se créer et ne peut se former que s'il y a une volonté de la part de ceux qui travaillent de façon interdisciplinaire de s'approprier quelques concepts de base des deux côtés. Je suis convaincue qu'on ne peut pas vraiment travailler de façon interdisciplinaire si on n'a pas des notions de base de la littérature d'un côté, comme par exemple l'importance cette notion de la fiction, qui est très différente en littérature en droit, et quelques notions de droit. C'est comme historiquement, le droit de toute façon a toujours été lié au texte. Il me semble que les juristes ont, comme je dis aussi à l'entrée, plus de facilité de s'approcher d'un texte que l'inverse, parce que le langage du texte paraît plus facile, mais je pense que c'est aussi trompeur, parce que j'ai vu aussi des travaux de juristes qui en totale ignorance des principes de base de la littérature, ont très mal écrit aussi. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur le deux et je pense qu'il faut développer une activité pédagogique, peut-être en simplifiant, en acceptant de simplifier un petit peu le langage technique du droit et en s'ouvrant davantage. Mais je pense qu'on ne pourra pas éviter
d'imposer de se pencher sur le deux si on veut vraiment travailler dans les deux domaines de façon cohérente. C'est le problème. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes tes questions. Merci pour les questions des participants. S'il y en a encore une, c'est vraiment the last moment pour la poser. Je compte jusqu'à 5. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous Ben m'entendez? voilà. Merci, madame, pour cette présentation vraiment passionnante. Je suis curieuse de savoir quel rôle vous accorderiez à la fiction dans le processus d'élaboration de la loi par le législateur. J'ai compris la moitié de la phrase parce que mon portable. Donc, il me semble que si le juge ou le juriste, par exemple, s'en tient au fait, le législateur, quant à lui, doit mobiliser l'imagination ou certaines fictions pour structurer l'ordre juridique. Donc, je suis curieuse de savoir quel rôle vous accordez à la fiction dans le processus de la création de la loi. Bah, je pense que le juriste, de toute manière, lorsqu'il élabore une loi ou un texte de loi ou un texte de jurisprudence, se frotte à la langue, se frotte à l'application du vocabulaire juste. Je pense que c'est ça qui forme aussi peut-être davantage les juristes parce que le juriste est obligé de se confronter avec la plus grande précision possible du vocabulaire pour régler une situation, pour rédiger une norme. Il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination personnelle. Je pense qu'il y a une contrainte très forte d'être le plus proche possible de la sémantique, de la signification du vocabulaire communément entendu dans une zone déterminée. Là aussi, il y a des difficultés parce que qu'est-ce qu'on fait dans un pays où il y a des communautés différentes, avec des compréhensions des linguistiques différentes, etc. Mais c'est là le défi de réussir à travers le langage d'être le plus précis possible, mais il restera toujours abstrait. Donc ensuite, il y a le filtre de l'interprétation au cas concret. Merci beaucoup. Bah alors, un tout grand merci à toi, Alexandra, pour cette intervention vraiment passionnante qui montrait bien les défis de l'interdisciplinarité et que c'est pas un chemin si simple que ça non plus, qu'il faut avoir des règles bien précises. Donc vraiment merci à toi pour toutes ces précisions, pour toute cette riche conférence. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous au mois de mai pour notre dernière webconférence de l'année 2025-2026. Ce sera le 12 mai avec le professeur François Host de Belgique et le docteur en droit Loïc Parrain. Merci à toutes et à tous et belle soirée. Merci beaucoup, merci à tous et merci beaucoup Camille pour organiser toujours ces belles conférences. Et merci à tous, merci à Aurélia pour l'écoute et merci à tous pour la participation, assistance. Et ce fut un grand plaisir pour moi d'exposer mes quelques idées sur le droit à la littérature. Merci beaucoup. Merci à toi. À tout bientôt. À bientôt.